Monsieur le ministre, les conséquences potentiellement dévastatrices des taxes annoncées par Donald Trump inquiètent à juste titre le monde économique et nos compatriotes. Selon les économistes, la stratégie de négociation zéro pour zéro de la Commission européenne sera préjudiciable aux intérêts de la France et de nos filières les plus exposées, l'aéronautique, l'automobile, les vins et spiritueux notamment. Une telle réponse profitera avant tout à l'Allemagne et à l'Italie, compte tenu de leurs excédents commerciaux. Alors, quelles options nous reste-t-il? Le président américain ne reviendra pas sur sa décision. Taxer les banques américaines et les GAFAM n'aura aucun impact utile sur notre économie, faute d'alternatives françaises et européennes crédibles et d'investissements suffisants dans le secteur des services. La bonne réponse, c'est une relocalisation de certaines filières avec des droits de douane ciblés, accompagnés de ce que nous demandons depuis longtemps, une stratégie de planification industrielle qui renforcera notre souveraineté et améliorera notre balance commerciale. Elle protégera aussi le marché européen et français de l'ajustement stratégique que la Chine, après la fermeture du marché américain, ne va pas manquer de mettre en œuvre pour déverser ses surcapacités sur le vieux continent. Allez-vous défendre cette stratégie auprès de la Commission européenne, la seule capable de protéger les Français et de permettre à la France et à l'Europe de reprendre en main leur destin économique? Pour une fois, soyons pionniers en construisant une nouvelle adaptation et non perdants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous l'avez entendu tout à l'heure de la part du ministre de l'Économie et des Finances, évidemment que nous allons veiller à ce que les décisions qui ont été prises et dont nous considérons qu'elles vont appauvrir les États-Unis, leur classe moyenne, leurs entreprises, qu'elles vont appauvrir aussi les partenaires des États-Unis, au premier rang desquels l'Europe, eh bien qu'elles puissent être revues. Sans quoi, nous n'aurions d'autre choix que de riposter en mobilisant l'ensemble de la palette des instruments qui sont à notre disposition, avec des droits de douane comme ceux qui ont été adoptés ce matin pour l'Europe, 25% sur l'équivalent de 22 milliards d'exportations américaines vers l'Europe, soit des mesures non tarifaires. Vous avez cité les services et nous disposons depuis 2023 d'instruments qui permettent à la Commission européenne, lorsque les intérêts européens sont en jeu, de s'en prendre, si je puis dire, à l'accès au marché public, à l'accès de certains services sur le marché unique européen. Mais je crois que vous avez raison de rappeler que nous ne devons pas nous contenter de répondre ou de réagir à l'administration américaine. Nous devons nous poser des questions sur nous-mêmes, en commençant par nous apercevoir que le marché unique n'a sans doute jamais été aussi important pour permettre à nos entreprises de se diversifier. On estime que les barrières qui se dressent entre pays de l'Union européenne représentent un droit de douane d'environ 45%. Si nous approfondissons le marché unique, si nous levons les barrières, eh bien nous permettrons à nos entreprises de compenser une partie de l'impact des droits de douane extravagants de l'administration Trump. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, puisque nous entrons dans une époque de guerre commerciale, alors il faut nous y préparer en gagnant en compétitivité, en retirant la chape de plomb qui empêche aujourd'hui les entreprises françaises de pouvoir livrer bataille sur les marchés internationaux, je dirais sur un pied d'égalité avec leurs concurrents étrangers. Et de ce point de vue-là, les annonces de ces derniers mois faites par la Commission européenne vont dans le bon sens. Maintenant, il faut accélérer pour être en mesure non pas seulement de défendre nos intérêts, mais aussi dans cette période de tension commerciale, d'aller prendre des parts de marché. Que cela soit dit, les Français n'ont pas à assumer les conséquences budgétaires du diktat américain, alors même que nos grands groupes français veulent continuer, au mépris de tout patriotisme économique, d'investir aux États-Unis pour contourner les droits de douane. C'est un refus explicite de soutenir notre économie et une indifférence totale aux inquiétudes des Français face à la crise qui s'annonce. Nous attendons du gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour éviter l'effondrement de certaines filières et faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français ne soit pas une nouvelle fois amputé par une hausse des prix. Madame la ministre, hier, la commission d'enquête à l'Assemblée nationale a rendu un rapport extrêmement attendu sur les manquements de la protection de l'enfance. Au total, en 2 ans, 1800 pages de rapport, 450 préconisations, des procès, des travailleurs sociaux qui alertent, des enfants qui témoignent, d'autres qui ne le peuvent plus. Personne ne peut ignorer l'état de la protection de l'enfance et le sort des 400 000 enfants, accompagnés parfois, protégés pas toujours. L'écart entre ce qui est dit, su, et la réalité de l'action est immense. Quand est-ce que les lois déjà votées vont-elles enfin être traduites en décret pour certaines et dans les faits pour d'autres? Seuls 30% des enfants bénéficient du bilan de santé global, inscrit pourtant dans les lois de 2016 et de 2022. Quand allons-nous enfin obtenir une loi pluriannuelle des moyens alloués à la protection de l'enfance
pour tracer de vraies perspectives. Qu'avez-vous fait du rapport sur le travail social? Car ne pas renforcer les métiers du lien, c'est creuser le gouffre de la protection sociale, de l'enfance. Aujourd'hui, il faut agir. Chacun de ces 400 000 enfants est une figure républicaine à l'égard de laquelle notre responsabilité est immense. Ils tiennent parfois sous les coups, souvent sous les dominations ou le déni, et certains ne tiennent pas. Nous leur devons une mobilisation à la hauteur de leur résistance. Pour les enfants d'aujourd'hui et de demain, peut-on sérieusement continuer de laisser dans nos départements le financement des solidarités reposer en partie sur des dynamiques de marché et les droits de mutation? Car aujourd'hui, c'est le cas. L'offre en protection de l'enfant, si je force le trait, dépend du nombre d'appartements vendus dans le dit département. C'est ça la réalité de notre système. Quant aux enfants d'hier qui n'ont pas trouvé la protection qui leur était due face au manquement historique de l'État pour leur permettre d'écrire une nouvelle page, initierez-vous une commission nationale de reconnaissance de ces victimes? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Canales. Madame la sénatrice, dans votre question, vous brossez différents sujets puisque vous avez évoqué l'excellent et remarquable travail qui vient d'être rendu hier par votre collègue députée Isabelle Santiago. J'ai eu l'occasion déjà de m'entretenir à plusieurs reprises avec la députée Santiago, comme d'ailleurs avec la députée Goulet qui préside le groupe de travail sur l'enfance, parce qu'effectivement, nous avons plusieurs sujets concernant l'enfance. Plusieurs sujets, j'ai pas plus tard que lundi mis en avant les sujets sur lesquels je souhaite travailler, à savoir dans un premier temps la capacité à sortir des décrets. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai sorti un des décrets de la loi Taquet il y a exactement 15 jours. Je discute actuellement avec les départements sur les sujets de financement, puisque vous le savez très bien, dès lors que l'on parle de normes d'encadrement, on parle de financement. Les départements aujourd'hui s'engagent de façon importante sur l'aide sociale à l'enfance et d'un autre côté, l'État, bien évidemment, accompagne également. C'est la raison pour laquelle, avec Florence Dabin, vice-présidente en charge de ces sujets, nous avons établi ce plan d'action qui permettra de travailler sur le sujet des pouponnières, pas d'enfants en accueil collectif à moins de 3 ans, dans un délai qui doit être le plus court possible. Deuxième élément, renforcer le vivier des assistants familiaux en leur permettant de travailler quand les enfants sont scolarisés. Troisièmement, regardez effectivement la rémunération qui était un élément important. Quatrièmement, travailler sur le sujet qui est celui de l'orientation professionnelle de chacun de ces enfants. Cinquièmement, un bilan de santé quand les enfants arrivent à l'aide sociale à l'enfance. Vous avez également fait allusion, Madame la députée, au sujet qui est celui des travailleurs sociaux. C'est la raison pour laquelle, à 16h30, j'ai précisément rendez-vous avec le président Klein et Daniel Goldberg pour travailler sur l'ensemble de ces sujets. Et le troisième point que vous avez bien voulu évoquer, c'est celui du rapport de la Ciivise. Le Premier ministre a arbitré. Nous avons prolongé la durée de la Ciivise jusqu'en septembre 26. Le but de la manœuvre, c'est de continuer à travailler avec l'ensemble de ses membres et c'est la mission confiée à la haute commissaire Sarah El Haïry. Madame la ministre, je regrette que dans vos annonces, il n'y ait pas la prise en charge des enfants qui dépendent pleinement à 100% de l'État. Je pense aux enfants qui attendent des places en IME et qui sont, pour près de 150 d'entre eux, pris en charge par le département, par exemple, de la Gironde. Quant à la délégation aux droits de l'enfant, puisque vous avez cité Madame Goulet qui la préside à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas la chance de pouvoir vous auditionner dans ce cadre au Sénat et c'est bien dommageable. Madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la mortalité infantile en France ne cesse d'augmenter pour atteindre des taux alarmants et en forte progression. 3,6 décès pour 1000 naissances en 2021, 3,9 en 2023, 4,1 en 2024. Quel niveau faudra-t-il atteindre pour réagir? En 2024, ce sont 2800 nouveau-nés qui ont perdu la vie avant leur premier anniversaire. Cette dégradation catastrophique frappe particulièrement les départements les plus pauvres et les départements ruraux où, en moyenne, 20% des femmes en âge d'être mères vivent à plus de 45 minutes d'une maternité. Cette dégradation a été mise en lumière par le rapport de l'INED publié en décembre dernier qui place désormais la France loin derrière ses voisins européens à la 23e place sur 27. Les journalistes Anthony Cortès et Sébastien Lurquin, dans leur dernière enquête sur le scandale des accouchements en France, parue en mars dernier, se sont attachés à identifier les causes de cette régression inacceptable pour un pays qui était encore il y a peu un des meilleurs d'Europe. Les causes sont connues et dénoncées par les professionnels. Fermeture massive des maternités qui ne peuvent être justifiées que pour des raisons budgétaires puisque le service se dégrade. Pénurie de soignants faute de courage politique pour assurer une bonne répartition territoriale. En 50 ans, 75% des maternités ont disparu.
Nous sommes passés de 1369 maternités publiques en 1975 à 457 en 2024. Ces fermetures, vous le savez, augmentent le risque de morbidité et de complications pour la mère et l'enfant. Alors, Madame la Ministre, pouvons-nous continuer à sacrifier l'accès aux soins des femmes et des enfants sous prétexte de rationalisation ? Devons-nous poursuivre la fermeture des maternités réalisant moins de 1000 naissances par an et laisser les futures mères accoucher sur les routes ? Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, monsieur le sénateur Patrice Joly, monsieur le sénateur, je vous fais allusion à un sujet qui a été particulièrement travaillé au Sénat et je voudrais saluer le rapport qui m'a été remis lundi dernier par les sénatrices Annie Jacquemet et Véronique Guillotin. Elles mettent en avant effectivement les difficultés que nous rencontrons. Et derrière ces difficultés, je voudrais revenir sur 3 éléments. Vous venez effectivement de parler de ce sujet, de la mortalité néonatale, puisque les chiffres que vous avez cités doivent être particulièrement regardés sur un élément, c'est que la mortalité de ces nouveau-nés se passe entre la naissance et le 27e jour. Pour autant, dans notre pays, nous manquons d'une évaluation extrêmement précise de l'ensemble de ces causes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place le registre national qui pourra analyser la cause de chacun des décès. Parce que nous savons que les causes sont plurielles. Il y a probablement un sujet d'équipement néonatal. Il y a un sujet de précarité probablement. Peut-être y a-t-il un sujet d'éloignement de maternité, y compris pour l'accompagnement des mères. Il y a aussi peut-être un âge lié à l'âge du premier enfant de la maman. Et donc tous ces éléments méritent d'être renseignés de façon à ce que nous apportions les solutions. Le deuxième élément sur lequel je veux travailler, parce que là, mesdames et messieurs les sénateurs, ça concerne tous les gouvernements, c'est très transpartisan. Les derniers décrets en matière de néonatalité datent de 1998. Ils ont grand besoin d'être revisités. C'est l'engagement que je prends devant vous à la demande de monsieur le Premier ministre. Ministre, pour vos éléments de réponse, néanmoins de manière plus générale, je voudrais vous demander, devons-nous continuer dans nos territoires à être maltraités à la naissance, ignorés adultes, abandonnés lorsque nous devenons seniors et approchons de la fin de vie? Doit-on continuer à fermer les yeux sur cette tiers-mondisation de notre système de santé ?